Ça va? Ça belle carte sur rien. Ça va. Mes chers amis, bonsoir. Merci à Bruno Retailleau de nous faire le plaisir et l'honneur de venir une fois de plus dans cette belle salle des fêtes de Belfort. Je voudrais saluer nos amis, notre député Yann Boucard, notre sénateur, président de la commission de la défense Cédric Morin. Vous pouvez les applaudir. Notre président du conseil départemental Florian Bouquet, tous les élus du conseil municipal, les maires et l'ensemble des adhérents. Merci d'être présents aussi nombreux ce soir. Merci à toi, Bruno, de venir une fois de plus, dans un moment où la situation de la France est bien compliquée. Résultat de la dissolution pour le moins malencontreuse du président de la République, notre pays se trouve sans majorité. Et on voit au fil des votes les difficultés s'accumuler et le gouvernement être de plus en plus l'otage du Parti socialiste. Alors, quand on est de droite, qu'on voit l'alliance entre la France insoumise et le Rassemblement national qui arrive à voter 34 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires, on se pose beaucoup de questions. Or ici, tu te trouves dans un département qui est un département industriel où les trois plus grosses entreprises sont Alstom qui fabrique le TGV, General Electric qui fabrique les turbines à gaz et Arabelle Solutions qui fabrique les turbines et les rotors pour les centrales nucléaires. Et ici, notre principale opposition, c'est la France insoumise. Tu sais, ce parti politique qui souhaiterait que l'on désarme nos policiers, que l'on démantèle nos caméras, et il y a même un de leurs candidats qui disait « Si je suis élu, je ne veux pas qu'on poursuive les dealers ». Eh bien, cette France insoumise, c'est tout à fait la France dont nous ne voulons pas. Nous faisons confiance à notre police, à notre armée, nous faisons confiance à tous ceux qui créent la richesse du pays, qui travaillent, qui payent des impôts et qui sont ce que tu as appelé la France des honnêtes gens. Cette France des honnêtes gens, c'est celle qui est ici ce soir. Et cette France des honnêtes gens, ce qu'elle attend de la droite, c'est une ligne claire, c'est d'offrir des perspectives. Or, on sait bien qu'avec l'Assemblée telle qu'elle est, nous ne pourrons pas avoir de perspectives claires pour le moment. Mais ce que nous attendons, c'est d'avoir un programme pour l'élection qui sera l'élection clé de ces prochaines années, l'élection présidentielle, puisque dans la Ve République où nous sommes, ce qui décide de tout, c'est l'élection présidentielle. Nous avons donc besoin d'avoir un leader, d'avoir un programme et d'engager le pays sur une ligne claire, une ligne de rupture où les honnêtes gens, la France des honnêtes gens, pourra se reconnaître. Et je te le dis, pour ma part,
je souhaite que tu prennes toute ta part dans ces échéances qui sont des échéances importantes, qui sont les échéances de l'élection présidentielle. En tout cas, je voulais te dire ce soir mon soutien, mon amitié et mon souhait de te voir jouer un grand rôle dans les années qui viennent. On a besoin d'avoir des gens de conviction, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui ont une ligne claire et qui savent où mener le pays sur la voie du redressement, de l'ordre et du respect des valeurs qui sont les valeurs éternelles de notre beau pays qu'est la France. Alors mes amis, ce soir, je vous l'ai dit, nous avons la chance d'avoir Bruno Retailleau. Il va vous exposer quelques-unes des grandes lignes de ce qu'il souhaite pour notre pays. Après, il y aura un temps d'échange avec l'ensemble de la salle. Et puis je vous le dis, parce que ici nous sommes dans une fédération qui est bien organisée, nous avons mis à l'arrière de la salle un petit stand d'adhésion et de renouvellement pour les cotisations 2026. Vous pourrez y passer, alors vous pouvez payer par chèque en liquide ou par carte bleue, on a un ordinateur, et ça comptera pour l'année 2026, parce que pour que le parti puisse être fort, pour que Bruno puisse avoir les moyens de réaliser son programme, il faut avoir des adhérents. Donc je compte sur vous. Merci à tous, bonne soirée, et merci à toi Bruno de nous inviter ce matin. Et je passe la parole à notre secrétaire départemental, le député Yann Boucard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir dans cette magnifique salle des fêtes pour cette réunion publique avec le président de notre famille politique, Bruno Retailleau. Bruno, cher Bruno, bienvenue ici à Belfort, une ville que tu commences à connaître puisque tu y es venu il y a quelques mois dans le cadre d'élections internes qui t'a vu gagner largement les élections à la tête des Républicains. Je voudrais saluer Damien, le remercier pour son accueil dans cette magnifique salle des fêtes, parce que cette salle des fêtes illustre en plus tout ce qui a été fait depuis 2014 et depuis que la droite a repris le pouvoir à Belfort. Et c'est avec des élus locaux comme Damien, avec des actions locales comme celles qui sont menées ici, qu'on voit ce que la droite peut apporter. Et tu le disais toi-même tout à l'heure, Bruno, puis j'en profite puisque nous arrivons au terme du mandat municipal qui a reconduit Damien et l'ensemble de son équipe municipale jusqu'en 2026, au mois de mars prochain, pour vous dire que j'ai été très heureux de faire partie de votre équipe jusqu'en 2021 dernier, et je ne sais pas qui sera le candidat, puisque Damien dit partout qu'il n'a pas pris sa décision, mais je souhaite que la majorité actuelle, quelle que soit la tête de liste, soit reconduite à Belfort en mars prochain, parce que rien ne serait plus dangereux pour notre ville qu'une majorité de la France insoumise, qui est dangereuse pour notre ville et qui est dangereuse pour notre pays. Je voudrais également saluer le président de notre conseil départemental, Florian Bouquet, qui a fait adopter ce matin son budget, après 1h30 de palabres du Parti Socialiste et de M. Faudot, le candidat socialiste local, un budget contraint dans des conditions difficiles, mais un budget ambitieux qui là aussi montre ce que la droite au pouvoir peut réaliser. Je voudrais évidemment saluer notre sénateur, mon collègue parlementaire, Cédric Perrin, qui n'a pas fait adopter de budget aujourd'hui, si le budget de la défense au Sénat. Vous voyez, c'est formidable, tout le monde a fait adopter un budget aujourd'hui. Je voudrais vous dire que les échéances à venir seront cruciales pour notre pays, pour notre ville, pour notre département évidemment, mais pour notre pays, parce que 2027 est sans doute la dernière étape qui nous permettra d'amorcer le redressement, non pas de notre famille politique, mais le plus important, de la France. Et dans ce cadre-là, moi je suis heureux d'accueillir ici Bruno, et pour celles et ceux qui se posent des questions, nous avons parfois des désaccords. Ça peut arriver. Dans une famille, on a parfois des désaccords, mais ça n'enlève rien au respect que j'ai pour Bruno, au respect pour les valeurs qui sont les siennes, parce que c'est un homme de valeurs, un homme de conviction. Moi aussi, c'est pour ça que nous avons parfois des désaccords, et je souhaite que notre famille politique réussisse. Je souhaite que notre famille politique porte haut et fort des propositions pour l'avenir de notre pays. Parce que je crois que nous sommes dans un moment de notre histoire où nous avons une gauche de plus en plus radicalisée, à la solde de M. Mélenchon, qui va sur des sujets qui sont hors du commun. Ce n'est plus la gauche qu'on a connue ici à Belfort avec Jean-Pierre Chevènement, il faut bien s'en rendre compte. On a une extrême droite qui a montré, lors des débats budgétaires, Damien l'a rappelé, qu'elle était capable de voter n'importe quelle folie fiscale, 34 milliards de taxes supplémentaires en 3 jours. Il faut bien s'en rendre compte, et on a évidemment le déclin, on va dire, du macronisme qui font qu'il faudra une alternative. Et cette alternative, à part du côté de la droite républicaine, je ne la vois pas venir.
Il faudra donc que notre famille politique réussisse, et c'est la mission que vous avez confiée au président Bruno Retailleau, à qui je souhaite la bienvenue à Belfort et que j'invite à me remplacer sur scène. Voilà, merci mes amis d'être venus aussi nombreux ce soir. Je ne pensais pas qu'à une encablure de Noël, il y aurait autant de mobilisation militante. Et je voudrais vous dire que je suis très ému d'être parmi vous. C'est la deuxième fois cette année. Il y a quelques mois, je me trouvais ici, dans cette salle, parmi vous. Je voudrais évidemment saluer un certain nombre de personnalités qui m'ont précédé, mais aussi qui sont devant moi ce soir. Peut-être vous dire quand même que je suis très fier d'être à Belfort, pour plein de raisons. La première raison, c'est que Damien me rappelait tout à l'heure que celui qui a libéré, en 1944, en novembre je crois, Belfort, c'est le maréchal de Lattre de Tassigny. Et vous savez que le maréchal de Lattre de Tassigny, il a une grande qualité, c'est un grand patriote, mais il est vendéen. Et il est né, il faut le savoir, il est né dans le même petit village qui s'appelle Mouilleron, Mouilleron-en-Parais, le même village que Clémenceau. Deux figures vendéennes, très très différentes parce que Clémenceau est un bouffeur de curé, plutôt à gauche, perd la victoire, il arrive en 1917, à l'intérieur la guerre, à l'extérieur la guerre, etc. Il fait son grand discours, il va reprendre en main la destinée de la France au moment où en 1917, tout est en train de s'effondrer. Des mutineries sur le front et à l'arrière, un formidable découragement. Et le petit père la victoire, cet indomptable petit vieillard, comme dira de lui justement le chef de l'État allemand, l'empereur, dira de lui que c'était un indomptable petit vieillard, va redresser la France. Et Clémenceau, et ensuite Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France, qui va signer le 8 mai 1945 pour la France l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie. Et pour la petite histoire, il était très organisé, il arrive la veille et il se rend compte que la veille, il n'y a pas de drapeau français. Il demande à ce que très rapidement on puisse coudre avec les trois couleurs bleu, blanc, rouge le drapeau français. Il arrive le matin de la signature à Berlin, un peu plus tôt que les autres. Et il constate que, horreur, celles qui devaient coudre le drapeau français l'ont cousu à l'horizontale. Comme si c'était le drapeau hollandais. Ça, c'est la petite histoire. Et il signera cet acte de capitulation. Il avait une formule superbe, qui est une devise qu'il a portée pendant toute sa vie. Ne pas subir. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, cette devise, on devrait la reprendre à notre compte. Simplement pour vous dire qu'à travers ces deux grandes figures vendéennes, mais d'abord deux grandes figures françaises, l'un et l'autre ont joué un rôle capital, pas seulement pour Belfort, mais aussi pour la France, pour notre patrie, pour notre pays. Ces deux traditions françaises. Une tradition plutôt à gauche, très laïcarde, une tradition d'un aristocrate catholique. C'était plutôt la Vendée blanche, la Vendée bleue, mais la France est faite de cette double trame. C'est la France, avec ses différences, mais la France qui, lorsqu'elle sait se rassembler, a toujours bousculé toutes les adversités, a relevé les défis les plus impressionnants. Et c'est ce qu'il me dit, j'ai dans chacun de mes bureaux, à chaque fois ils m'ont suivi, les deux figures tutélaires, Clémenceau et De Lattre, donc je suis très heureux. Donc je suis venu pour rappeler la mémoire de De Lattre, mais je suis venu aussi, c'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous, pour essayer de convaincre votre maire de se représenter. Parce qu'aujourd'hui, il y a un doute. Et parce qu'aujourd'hui, il y a une hésitation. J'ai essayé de savoir, il m'a rien dit. Moi, je suis Paul Berfortin, vous l'êtes. Si vous avez envie d'avoir un excellent maire, franchement, il faudra le décider. Vous pensez qu'il doit à nouveau briguer la candidature de la mairie ? Oui. Simplement, je veux saluer Damien. Alors évidemment, quand on est sur une scène, on
on se dit, ah, est-ce que tout ça est très sincère? Moi, je suis toujours sincère. Ça m'occasionne de temps en temps quelques soucis, mais j'essaie d'être sincère. J'essaie d'aligner ce que j'ai en moi, mes propos et mes actes. Et ce que je veux vous dire sur Damien est profondément sincère. J'ai demandé à Damien, d'ailleurs, dans cette œuvre difficile de reconstruction de notre famille politique, de s'occuper des fédérations. Parce que votre fédération est la plus vigoureuse, la plus dynamique de toutes les fédérations françaises. Et je connais peu d'élus avec autant de mandats qui, justement, se préoccupent des militants, autant qu'il le fait. Ça m'a amusé quand tout à l'heure il a fait sa petite annonce paroissiale pour les inscriptions, pour les cotisations tout à l'heure, mais ça c'est Damien. Et franchement, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, un maire fabuleux, mais il est resté, malgré tous ses succès, c'est resté un militant dans l'âme. Il n'y en a pas beaucoup finalement. Les succès qu'il a eus, les responsabilités qu'il a, ne lui ont jamais fait oublier le principal. C'est qu'il est là parce qu'il y a eu des militants, des électeurs qui lui ont fait confiance. Et jamais il vous a trahi, et je sais que jamais il vous trahira. Il faut vraiment l'applaudir. Je voudrais saluer Yann. Vous avez énormément de chance. Vous avez une équipe qui s'entend remarquablement bien. Mais, député, sénateur, j'y viendrai, président de département. C'est ce qui fait la force en politique. C'est parfois ce qui nous manque, nous, au niveau national à droite. Yann, je l'ai souvent entendu, je l'ai découvert parce qu'on se connaissait peu quand j'étais ministre, et je l'ai entendu, je l'ai vu d'ailleurs monter à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est un orateur, il a des convictions. On n'a pas toujours été d'accord, mais on n'est pas non plus une caserne. Et il nous faut des talents. Et je le dis devant lui, je suis touché par ce qu'il a dit sur moi, et je le dis de la façon la plus sincère aussi, Yann est un talent pour notre famille politique, et il exercera, j'en suis sûr, à l'avenir d'éminentes responsabilités. En tout cas, merci d'être parmi nous, Yann. Je suis redevenu sénateur. Je suis désormais ancien ministre. Ça, c'est bien, c'est un titre qu'on conserve à vie. Mais je suis redevenu sénateur. Et évidemment, je voudrais saluer un autre sénateur qui est un ami. Je l'ai vu aussi grimper, moi. Je me souviens du discours qu'il a fait pour convaincre les autres sénateurs, ses pairs, qui devaient désigner un président à la commission, qui est l'une des commissions les plus importantes au Sénat, qui cumule la défense, les armées et les affaires étrangères. Et pour la petite histoire, Clémenceau a présidé cette commission juste avant de devenir président du Conseil en 1917. C'est Cédric. Lui aussi, c'est un talent. Il est président, il est très jeune. Nous n'avons jamais eu au Sénat un président de cette grande commission, qui est une commission absolument remarquable, mais aussi avec une forte réputation, aussi jeune. Donc, je suis heureux, il s'est toujours trouvé à mes côtés. Je voudrais le remercier de sa fidélité. Merci Cédric. Et puis, dans les 4 mousquetaires, il y a Florian, le président du département. Alors, avec Florian, on se connaît moins, mais un des mandats qui m'a le plus emballé, parce que j'y ai passé pratiquement 30 ans de ma vie d'élu, ah oui, moi je suis plutôt un homme du monde d'avant, vous voyez, je ne suis pas une soucoupe volante qui s'est brutalement posée dans le paysage politique. J'ai des racines, je ne suis pas une plante artificielle, et j'ai un parcours d'élu local comme tant d'entre vous. Voilà, j'ai présidé une intercommunalité, un département, une région. Voilà. Et quand on est enraciné, on ne triche pas parce que les gens vous connaissent. Ils connaissent vos qualités, vos défauts, j'en ai quelques-uns sûrement. Ils connaissent vos échecs, j'en ai eu quelques-uns. Ils connaissent aussi vos réussites. Et vous ne trichez jamais. Quand vous grandissez, là où vous êtes né, les gens vous connaissent. Et ça change tout en politique. Et j'ai été président de département. Et ça a été pour moi... J'étais président de région. Franchement, je vous le dis ce soir, j'ai préféré le département à la région. La région des Pays de la Loire, pour nous, elle a peu d'identité. La Vendée a une très forte identité, une histoire, une géographie, la mer et la terre. C'est pour ça qu'on a comme un signe le double cœur vendéen, la terre et la mer. La mer pour les grands horizons, la terre pour l'enracinement. Et je voudrais saluer Florian qui fait de bon boulot. Et ces 4-là sont absolument remarquables. J'adorerais, moi, qu'en France, on ait des équipes pareilles. Franchement, pour un petit territoire, avoir cette qualité humaine et intellectuelle au mètre carré, c'est rare. Hein. Donc, vous avez beaucoup de chance
Et le territoire de Bedford le méritait bien. Je voudrais saluer bien sûr les maires, tous les élus. Alors, j'ai commencé mon tour de France il y a un peu plus d'un mois. Je suis à ma 5e ou 6e étape. J'étais dans le Béarn il y a 8 jours et je suis dans ce beau territoire de Belfort aujourd'hui. Ce Tour de France, pour moi, il est essentiel parce que, d'abord, je suis un provincial. Je suis un rural, je suis un enfant de la ruralité et je vis là où je suis né, dans la ferme que mon grand-père avait achetée avant la Deuxième Guerre mondiale. Je connais les Français, les gens ordinaires, j'ai pas de vie mondaine et je sais qui ils sont. Pour moi, Paris, je m'y sens pas bien. Évidemment, il y a l'Assemblée, il y a le Sénat, il y a le gouvernement, bien sûr. Mais la France profonde, pour moi, elle est essentielle. Et quand on est à Paris, le risque, c'est la déconnexion. Et moi, je trouve que jamais le petit monde politique, médiatique, n'a été aussi déconnecté qu'aujourd'hui. Et cette idée du Tour de France, elle est essentielle pour moi, d'abord, pour que je puisse respirer, pour que mes racines puissent reprendre dans cette France des honnêtes gens, j'en parlerai tout à l'heure, mais surtout, ça me permet de voir aussi et d'espérer dans la France de demain. Damien m'a fait connaître tout à l'heure des jeunes entrepreneurs, c'est extraordinaire. Quand vous parlez avec ces jeunes entrepreneurs, vous reprenez confiance dans la jeunesse, dans notre pays. La France n'est pas finie, mes amis. Et ce soir, c'est le message que je voudrais vous donner. Je vais essayer de faire plus court que d'habitude. Je ne veux pas que ça soit une promesse électorale, je veux tenir la promesse, pour que vous puissiez tout à l'heure, si vous souhaitez me poser des questions, parce que je voudrais y répondre. Je voudrais d'abord vous donner une mauvaise nouvelle, mais terminer par une bonne nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise, évidemment, pour terminer par la nouvelle plus optimiste. La mauvaise nouvelle, vous la connaissez, vous la voyez sur vos écrans, mais aussi dans votre vie quotidienne, c'est l'état de la France. Jamais la France n'a été aussi mal depuis des années et des années. Jamais. Jamais. On atteint un point qui est extrêmement préoccupant, collectivement et individuellement. La France s'appauvrit, la France décroche, la France est en déclin. Comparez-vous, comparons. Il y a quelques semaines, on apprenait que désormais, et ça ne s'est pas vu depuis un siècle, les Italiens avaient désormais un niveau de vie supérieur au niveau de vie français. Je ne parle pas des Suisses, vous les connaissez. Vous connaissez leur salaire. La France est appauvrie parce qu'on a trompé les Français. On leur a dit « travaillez moins et vous vivrez mieux ». On leur a dit « pas de problème, on va dépenser, toujours dépenser plus, on vous donnera des chèques. Et vous verrez, on aura des super services publics. » Si franchement les services publics dépendaient du niveau de la dépense publique, on a, en France, on est l'État d'Europe et du monde, ce qu'on appelait développé, de l'OCDE, qui dépensons le plus. Et on a des services publics qui sont en train d'être fragilisés. Une école qui est la plus inégalitaire de toute l'Europe, où l'avenir des enfants, l'avenir de ceux qui sont à l'école aujourd'hui, est lié à la position sociale, aux revenus de leurs parents. Et on ose appeler ça l'école républicaine. Que selon que vous soyez bien né ou mal né, vous naissez avec un handicap ou avec des chances. Est-ce que c'est ça la République? Pour moi, c'est pas ça la République. Pour moi, la République, c'est l'égalité des chances. L'hôpital fragilisé, la justice qui n'ose même plus sanctionner, le désordre partout. On nous a trompés, on vous a trompés, on vous a berné, on nous a berné. La gauche, travaillez moins, vous vivrez mieux, on va toujours dépenser plus et vous verrez, on aura plus de croissance et on aura des beaux services publics. Et on voit où on en est. Une France qui décroche 3 500 milliards d'euros de dette, ça dit rien à personne. Moi-même, comment vous pouvez vous imaginer un montant aussi faramineux? Sachez simplement que dans 2 ans, la totalité, pour celles et ceux qui paient l'impôt sur le revenu, la totalité de l'impôt sur le revenu de tous les Français sera totalement dévorée, cannibalisée, absorbée par le seul paiement des intérêts de la dette. Voilà où nous en sommes.
C'est dramatique, alors qu'il faut préparer l'avenir. Que d'autres pays ne nous ont pas attendu, que eux préparent l'avenir. Et que nous, on est déclassés. La France qui décroche et les Français qui s'appauvrissent. Il y a quelques jours, on apprenait par un institut qu'il y a 12% de Français qui, toutes les semaines, font les bennes qui sont placées dans les supermarchés sur les parkings pour y trouver, en réalité, de quoi manger. Un Français sur 10 ne mange pas à sa faim. Un Français sur 6 ne se soigne pas comme il devrait se soigner. Moi, j'ai honte. J'ai honte parce que j'aime mon pays, je suis patriote. Et quand on est Français, justement, on se préoccupe de tous les Français. Il y a de la misère aujourd'hui chez nous. Et moi, ma droite, c'est pas une droite qui néglige justement les plus petits, les plus vulnérables, les plus modestes. Ma droite, elle veut simplement donner à chacun sa chance. Pour peu que toi le ciel t'aidera. Pour peu que celui-ci ou celle-là ne vive pas au crochet de la société. Mais on en est là aujourd'hui. Le 16 de chaque mois, on n'est pas encore le 16. La semaine prochaine, avant Noël, il y a le quart des Français, y compris ceux qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui saignent aux 4 veines, qui sont déjà dans le rouge sur leur compte bancaire. Est-ce que c'est digne d'un grand pays, d'une grande nation, avec cette histoire que nous connaissons et l'avenir que nous voulons pour nos enfants, nos petits-enfants? Ça n'est pas digne. Et on a un spectacle affligeant d'une vie politique, médiatique, parisienne, repliée sur soi, une décision du président de la République catastrophique, une dissolution ratée, avec, tu as raison Damien, depuis le début de la Ve République, un parti, les Insoumis, qui est un parti qui est sorti de l'arc républicain, qui est un parti qui théorise la violence, qui met dans le dos de nos gendarmes, de nos policiers, une cible, un parti qui tisonne les braises rougeoyantes de l'antisémitisme, un parti qui drague le vote communautariste, musulman, pour des seules fins politiciennes. Lui est notre adversaire. C'est notre adversaire principal. Je le dis et je l'assume. Et je rejoins Damien de ce point de vue-là. Ce sont vos adversaires, ce sont nos adversaires. Voilà où nous en sommes. Et il faut avoir le cœur bien accroché. Merci d'être venu ce soir, parce que la politique est décourageante. Le spectacle qu'elle donne, j'en suis sûr, est un spectacle souvent affligeant et même affolant. Affolant au sens propre du terme, parce que la politique, le spectacle qu'elle donne, est un spectacle de folie. Des folies économiques, on en a parlé. Cette espèce de foire à la fiscalité, foire aux impôts, ou le Rassemblement national, bien sûr, à rivaliser avec les Insoumis pour taxer toujours plus. Leur impôt sur la fortune improductive taxerait, figurez-vous. C'est pas les gros que ça va taxer, pas les riches, c'est ceux qui ont des contrats d'assurance vie et ceux qui ont des livrets A. Si je vous demandais ce soir de lever la main pour ceux qui ont des contrats d'assurance vie, on dit livret A. Ce sont des dizaines de mains qui se leveraient. Eh bien, vos mains, ne les levez pas, parce que si le Rassemblement national les voyait, il vous taxerait. Folie fiscale, folie politique. Jamais la France n'a été autant à droite, et jamais un gouvernement n'a autant penché à gauche. Monsieur Olivier Faure décide, et Sébastien Lecornu exécute. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est une sorte de folie démocratique que moi je ne supporte pas. Si j'ai quitté le gouvernement, c'est parce que quand on est rentré au gouvernement avec Michel Barnier, c'était pour faire barrage à une politique de gauche qui était très mélenchonisée, mais on a la gauche la plus archaïque d'Europe. Moi j'ai vu, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais mes 26 autres collègues ministres de l'Intérieur des 26 autres pays États membres de l'Europe. Croyez-moi, les socialistes européens sont beaucoup plus à droite que les socialistes français.
à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Incroyable. Donc, on est finalement dans une situation où la France tombe, la France décroche et les Français s'appauvrissent. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous n'aviez pas besoin de m'accueillir ici, à Belfort, pour que cette mauvaise nouvelle, en réalité, vous en preniez l'exacte mesure. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est la bonne nouvelle, beaucoup plus optimiste, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Moi, je suis optimiste. Après 1 an de gouvernement, croyez-moi, au ministère de l'Intérieur, on en voit des vertes et des pas mûres. On voit la noirceur de l'âme humaine. On voit le mal qui agit, qui tue, qui viole. Et pour autant, j'en ressors plus optimiste quasiment que je n'y étais entré. Je voudrais vous l'expliquer. Et je voudrais au moins réveiller la petite flamme de l'espoir. Comme moi, vous êtes des patriotes. Comme moi, vous aimez la France. J'en suis sûr. Et on veut le meilleur pour la France. On veut le meilleur pour nos enfants. Vous savez, il n'y a pas de fatalité. Quand je suis rentré au gouvernement, j'ai retrouvé devant moi plein d'obstacles. Plein de limites. Obstacles juridiques. Obstacles idéologiques. Obstacles politiques. Obstacles politiques, bien sûr, puisque dans cette folle assemblée, il n'y a pas de majorité. La démocratie, c'est aussi l'arithmétique. Majorité introuvable. Il m'est arrivé de répondre aux questions d'actualité, de répondre à des questions que me posaient les insoumis, alors j'étais un peu leur bête noire. Ça criait tellement que j'entendais même pas la question. Je chopais un mot, j'essayais de bâtir une réponse tant bien que mal sur le mot que j'entendais. C'est ça l'Assemblée nationale. Ça veut dire que ces députés ont beaucoup de courage pour y siéger. C'est difficile psychologiquement. Donc, des obstacles politiques de l'Assemblée nationale, un président de la République avec lequel, sur mes matières, j'étais pas d'accord. Nous étions pas d'accord. Sur l'Algérie, sur l'immigration, sur l'entrisme islamique. C'était régulier. C'est difficile d'être ministre de l'Intérieur quand vous avez un président de la République qui n'est pas d'accord avec obstacles politiques. Obstacles idéologiques. J'ai bien vu dans le monde politique la gauche française la plus archaïque d'Europe, mais aussi dans le petit monde médiatique. J'ai toujours voulu dire ce que je pensais, y compris quand je savais que je créerais des polémiques. J'ai dit, évidemment, que désormais l'immigration, ça n'était plus une chance pour le pays. Quand vous recevez 1 demi-million d'immigrés par an, l'équivalent de la population de Lyon, et quand par ailleurs vos capacités d'accueil sont totalement saturées, on ne peut plus loger les Français. On les jauge mal. L'hôpital qui est fragilisé, l'école, où parfois vous avez 20 nationalités. Comment voulez-vous que les professeurs qui se dévouent, les professeurs des écoles, en école primaire, comment voulez-vous qu'on puisse intégrer et même assimiler? J'ai déclenché des polémiques, bien sûr. J'ai déclenché une polémique lorsque j'avais envoyé à tous les préfets de France une circulaire, d'abord pour mettre fin à la circulaire Valls, parce qu'on avait marre de régulariser à tour de bras, on les a baissés, les régularisations, et j'avais envoyé une autre circulaire au préfet, puisqu'on ne peut pas faire voter de loi là-dessus, il n'y avait pas de majorité, donc moi j'opérais par ce qu'on appelle les circulaires, ça dépend du ministre, on les envoie au préfet, c'est des consignes, des circulaires, c'est des instructions, des consignes qu'on donne au préfet, et je leur avais dit, je trouvais qu'on naturalisait beaucoup trop, et de façon anarchique, et je leur avais dit, désormais la naturalisation, c'est l'assimilation. Oh, depuis des années, même la droite n'osait même plus parler d'assimilation. On parlait d'intégration. Sauf que la naturalisation, c'est quand un étranger entre de plein pied dans la communauté nationale. Qu'il soit blanc ou noir ou d'une autre couleur, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa religion, qu'il en ait une ou qu'il n'en ait pas, quelle que soit sa condition sociale, peu importe. S'il veut être français, il doit aimer la France, il doit connaître la culture française. Et j'ai rappelé, quand on a contesté cette idée que l'assimilation était une brutalité, finalement, et presque un racisme d'ailleurs, j'ai simplement rappelé ce qu'était le droit français, le code civil.
l'article 21-24 du Code civil. Écoutez-moi bien, au mot près. Nul ne peut être naturalisé que s'il ne justifie son assimilation à la communauté française. Donc c'est pas Bruno Retailleau, par un choix individuel, un caprice brutal, soudain, qui avait choisi de fonder la naturalisation sur l'assimilation, c'est la loi de la République française. Alors il ne faudrait plus appliquer la loi française. La naturalisation, l'assimilation, c'est beaucoup plus que l'intégration. L'intégration, c'est le droit à la différence. La naturalisation, c'est le droit à la ressemblance. Tous français, de plein pied, dans la République, avec les mêmes droits, y compris le droit de vote. Donc moi, j'estimais que pour être citoyen français, alors, ça devait se justifier. En termes d'apprentissage de la langue, de connaissance d'éducation civique, de notre histoire, s'agréger à notre héritage, s'agréger surtout à notre destin commun. Donc ces obstacles idéologiques, je les ai rencontrés et je les ai affrontés. Obstacles juridiques, ça a parfois été ceux qui ont le plus pesé sur mon moral. Pour vous le faire comprendre, je vais vous raconter plus qu'une anecdote. Quand j'arrive au ministère de l'Intérieur, quand je suis nommé, c'est un samedi, c'était le 21 septembre, et la veille, la jeune Philippine est violée et assassinée par un individu qui n'avait pas de papier, qui n'aurait jamais dû être sur le sol français, qui avait déjà violé, condamné à de la prison. Évidemment, la justice l'avait relâché bien avant l'exécution, bien avant le terme de sa peine, décidé par le tribunal. Il sort, il s'en prend à Philippine, il la viole et il l'assassine. Et quand je rentre au ministère, je me suis dit, ces drames ne doivent pas devenir pour toi des statistiques, de froides statistiques. Ce que j'ai appelé cette chronique banale de ces événements abominables, tu dois te confronter à la souffrance de ceux qui restent. Et je suis allé voir la famille. Le papa, la maman, les frères et les sœurs, le fiancé de Philippine, pour passer 2 heures, pour les écouter, pour les entendre, pour voir la souffrance. C'est dérangeant pour un ministre de l'Intérieur, évidemment, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Et ce jour-là, j'ai promis à la famille d'essayer de changer la loi, parce que le droit n'avait pas protégé la vie de leur fille. Et que ce qu'on demande au droit en France, c'est de protéger justement la société française, nos compatriotes. Comment on pourrait le faire? Puisque la loi française ne permet de retenir ces individus dangereux qui n'ont pas de papier, qui devraient se retrouver ailleurs que chez nous. On peut les retenir dans ce qu'on appelle des centres de rétention administrative 3 mois. Et on s'était dit, pour avoir plus de chances de les renvoyer dans leur pays, de négocier avec leur pays le sésame, ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, on va porter de 3 mois à 7 mois. C'était modeste, la loi européenne autorise la directive 18 mois. 18. C'est ce qu'on a fait. Et je me souviens, c'était d'ailleurs Olivier Marleix qui était le rapporteur, effectivement, je me souviens encore. Il s'est suicidé depuis. Ça n'a rien à voir, mais il était l'un des nôtres, un député, et qui s'est beaucoup occupé de l'industrie, y compris, il était venu, tu me le disais tout à l'heure, Damien, ici à Belfort. On a réussi à faire passer ce texte. Les parents de Philippine l'appelaient la loi Philippine. Et je me souviens, au balcon, un peu comme vous êtes là, les amis, au fond de la salle, dans la dernière lecture à l'Assemblée nationale, le papa et la maman de Philippine étaient là pour ce texte qu'ils appelaient la loi Philippine. Elle est votée, et le lendemain, ils vont acheter 5 fleurs de lys blanches pour la déposer sur la pierre tombale de leur fille. Chacune de ces fleurs de lys représentant pour eux les espoirs, les vies peut-être, qui, grâce au sacrifice de leur fille, allaient être sauvées. La vie de jeunes filles, de jeunes femmes, qui ne seraient pas violées, qui ne seraient pas assassinées. Et quelques semaines après, je me retrouve dans mon département, on est au mois d'août, et j'ai un coup de fil de mon cabinet qui m'apprend que le Conseil constitutionnel avait censuré la loi. Alors même qu'au moment, ce soir où je vous parle, il y a 14 pays européens où c'est pas 7 mois de rétention, où c'est 18 mois de rétention. Et nous, les 7 mois, c'était pour les individus
qui avaient commis des crimes graves, terroristes, qui avaient du sang sur les mains, viols, etc., etc. C'est pas rien. Donc vous voyez cette difficulté, j'en reparlerai tout à l'heure, ces obstacles juridiques. Si tant de Français reprochent aux hommes politiques et aux femmes politiques leur impuissance, c'est parce qu'ils votent pour les uns ou pour les autres, des majorités différentes, et ils pensent que leur voix ne pèse pas, qu'on ne les écoute pas. Et c'est parce que, bien souvent, en fait, l'État est totalement ligoté. Et le pouvoir n'est plus aux hommes et aux femmes politiques, et donc à vous qui votez. Mais le pouvoir est passé en d'autres mains, notamment des juges, de ces cours suprêmes. J'en reparlerai tout à l'heure parce que c'est un point fondamental. Donc il y avait plein de difficultés, plein d'obstacles, bien sûr. Malgré ça, on a eu des résultats. On a fait passer une loi narcotrafic qui va être appliquée, notamment en début d'année, qu'on a copiée, si j'ose dire, sur ce qui fonctionne en matière d'antiterrorisme. Et croyez-moi, la loi antiterroriste a fonctionné. Ça nous a permis cette année d'éviter 6 attentats, l'an dernier 9 attentats, une 50aine d'attentats depuis que ces lois ont été votées. Et on a pris modèle de ce texte-là pour qu'on puisse, parce que, croyez-moi, le narcotrafic est en train de gangréner la France. Le narcotrafic, ce sont des enfants soldats, 15 ans, recrutés sur les réseaux sociaux pour payer des contrats, faire des règlements de compte, et ce sont des enfants victimes. Je me souviens de ce cas d'un gamin de Marseille, 14-15 ans, qui avait reçu 50 coups de couteau, il était vivant, et ils l'ont achevé en le brûlant vif. Ils appellent ça un barbecue. C'est ça le narcotrafic. On a voté ce texte, sans doute ne suffira-t-il pas, mais on va donner aux préfets, aux policiers, aux gendarmes des armes qui leur permettront de lutter à armes un peu plus égales, si j'ose dire. On l'a fait voter. Des textes européens qui sont passés en début de semaine, qui vont tout changer sur l'immigration. Ce sont des textes que moi j'ai initiés, j'avais pas de majorité il y a 1 an, et désormais ils vont être adoptés. Ils vont tout révolutionner. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rendez compte qu'avant, vous chopiez un clandestin, il viole la frontière française, la loi européenne disait « Ah non, il faut lui donner un délai de départ volontaire d'une 30aine de jours. » Qu'est-ce qu'il fait pendant 30 jours? Il s'évanouit dans la nature. Désormais, l'éloignement forcé deviendra la règle. On pourra même créer des centres de retour. Moi, je voulais en faire un en Ouganda, notamment pour traiter la question migratoire à Mayotte. Donc ça, ce sont des résultats. Cette loi européenne, cette directive retour, ça fait près de 20 ans que la droite voulait la changer. Elle est changée. Et en matière migratoire, encore une fois, je parlais de naturalisation, moins 24% de régularisation. Je parlais de la circulaire Valls qu'on a abrogée, moins 38%. Donc vous voyez, mes amis, ça veut dire que même dans des situations difficiles, on peut agir. Et je pense que pour demain, je ne sais plus qui a dit qu'en 2027, on serait à la croisée des chemins. Je pense que c'est Yann ou... 2027 sera pour moi un rendez-vous historique, où le peuple français reprend en main son destin, où on s'abandonne à la facilité et nous chuterons. La France sortira d'histoire. Ce sera la tiers-mondisation. Le terme que j'utilise n'est pas trop fort. Ce sera la tiers-mondisation. Il faut connaître un certain nombre de difficultés dans les urgences. Baladez-vous dans des services d'urgence parfois, où vous voyez désormais les brancards partout, l'encombrement, avec des gens qui gémissent et malgré tout, on ne peut pas trouver parce qu'il n'y a plus de lits dans les bons services qui devraient les accueillir. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il y a quelques conditions justement pour qu'on puisse demain relever la France. Pas seulement notre famille politique. Vous savez, la droite, c'est un moyen. On ne se mobilise pas pour la droite, on se mobilise pour la France. Pour les plus jeunes générations de demain, ceux qui viendront après. Nous, on sème et d'autres récolteront. La première leçon que je tire de tout cela, c'est qu'en politique, l'action, ça commence par la parole. Et aujourd'hui, la crise de notre démocratie
c'est la crise de la parole publique. Parce que les hommes et les femmes politiques utilisent des mots qui trichent avec la réalité. Des mots qui minimisent, des mots qui relativisent, des mots qui euphémisent, pour cacher la réalité, pour la cacher aux Français. Les Français ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils voient, ils savent ce qu'ils visent, ce qu'ils vivent. Et cette réalité, elle n'est pas évidemment toujours brillante. Et le premier principe, la première règle en politique, et je l'ai prouvé pendant des mois et des mois, quand vous alignez votre parole sur vos convictions et sur la réalité, alors on vous croit et on vous écoute. On commence à vous écouter. Et ça, c'est le début de l'action. S'il n'y a pas cette sincérité, il n'y a pas d'action possible. Il n'y a rien qui est possible derrière. Et ça, c'est fondamental. Deuxième élément qui, pour moi, est très important, qui était l'heureuse surprise. Quand je suis rentré au ministère, je me suis dit, mais on n'a pas de majorité, on ne va rien pouvoir faire. Pour autant, on a fait lever un espoir, notamment à droite, et même au-delà. Parce qu'on a parlé vrai, mais aussi parce qu'en France, il y a une majorité silencieuse. Il y a ce que j'appelle, Jean de Gaulle l'appelait la majorité nationale, je l'ai appelé la France des honnêtes gens. La France des honnêtes gens, pour moi, c'est pas un slogan. C'est une réalité. C'est vous. C'est cette France qui porte à bout de bras le pays. Une France qui tient debout. C'est une France qui travaille. C'est une France qui élève le mieux qu'elle peut ses enfants. C'est une France solidaire, généreuse. C'est pas la France du repli du tout. Cette solidarité, la France des honnêtes gens, elle l'éprouve chaque jour, chaque semaine, dans sa commune, dans son quartier, dans son village, dans une association, etc., etc. C'est une France qui sait parfaitement que dans une nation où on a partie liés les uns avec les autres, où on doit se sentir liés, on n'est pas des individus isolés les uns par rapport aux autres. Non, il y a un fil qui court entre nous, un fil invisible, de génération en génération, qui court verticalement de siècle en siècle. Mais ce fil aussi, il nous relie les uns aux autres. On est français, on est compatriotes, on est concitoyens. Et cette France des honnêtes gens, elle sait que le sort de chacun dépend des efforts de tous. Et elle en a marre, mais pire que marre, d'être appelé à payer toujours plus des impôts, à cotiser toujours plus, alors qu'il y en a qui vivent au crochet de la société. C'est la majorité silencieuse. Non pas qu'elle ait rien à dire, mais que bien souvent les hommes et les femmes politiques en ont rien à faire. Parce que eux se préoccupent des minorités. Ils veulent additionner des minorités les unes aux autres. Ils font du marketing politique. Vous les placez à un endroit, ils vont vous servir un discours que le public attend. Et à un autre endroit, un autre discours. Chaque minorité a son lot. Voilà. Et c'est pas comme ça qu'on agrège un destin national. Moi, je veux m'adresser aux Français comme un seul peuple. Moi, je fais pas de marketing. Je vends pas, moi, de la savonnette. J'ai le plus grand respect pour ceux qui vendent du savon, des savonnettes, c'est pas le problème. Mais c'est pas ça la vie politique. Eh bien, croyez-moi ou ne me croyez pas, à chaque fois que j'ai eu des polémiques, à chaque fois qu'on sortait des propositions un peu fortes sur la sécurité, sur l'entrisme islamique, sur l'immigration, à chaque fois, bien sûr, il y avait un soutien de la droite à 75%, mais souvent, bien souvent, il y avait un soutien aussi dans l'électorat de gauche. Parce que l'électorat de gauche, c'est des Français, et ils en ont marre. Et moi, je peux vous dire quelque chose. C'est que souvent, c'est des bourgeois ou des bobos qui veulent qu'on efface les frontières. Eux, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, donc ils veulent qu'on efface les frontières à l'extérieur de l'Europe et en France. Mais eux, ils reconstituent des frontières. Les frontières de l'argent, des frontières invisibles. Ils habitent les beaux quartiers. Ils habitent des quartiers où ils ne se trouvent pas en contact avec le désordre migratoire, qui crée des désordres sécuritaires. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de lien entre désordre migratoire et désordre sécuritaire sont des menteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Les chiffres, je les sais. Je peux vous en donner par dizaines, partout.
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les bobos, ils ont de l'argent pour mettre leurs enfants dans les bonnes écoles. Pas de problème. Donc la majorité nationale, c'est une bonne nouvelle parce que demain, on peut faire une vraie politique. Et on sera entendu. Et je suis certain qu'aujourd'hui, il y a plein de Français qui ont mal à leur France et qui attendent simplement un langage de vérité, un peu de courage, qu'on leur rappelle ce qu'on est, ce qu'est la France, ce qu'est être français. On n'est pas français seulement par le sol, par le sang, on l'est par le cœur, en aimant la France. On n'est pas seulement français pour ceux qui vont bien, on est aussi français pour ceux qui vont moins bien. Être français, c'est aussi une forme de compassion. La trame de la générosité française, c'est la République sociale et c'est nos racines judéo-chrétiennes. Tendre la main. Tendre la main à ceux qui font l'effort de s'en tirer. C'est ça aussi être français, vous voyez. Et demain, vous verrez, demain, on redressera la France parce qu'on aura cette majorité nationale, cette France des honnêtes gens, qui relèvera la tête. Elle comprendra à nos paroles, à notre volonté, à notre projet, qu'il y a une voix, pas seulement individuellement pour eux, mais aussi collectivement pour l'ensemble du peuple français. Et puis pour terminer, je pense qu'il est nécessaire, je ne sais pas qui représentera notre famille politique en 2027. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir proposer un projet qui relèvera le pays. Un projet qui doit reposer sur 3 piliers, différents du projet du Rassemblement national, différents du projet des macronistes, différents du projet des socialistes. Et ce projet, que je vais brosser rapidement, un peu caricaturalement, mais je ne veux pas être trop long ce soir, pour ne pas tomber dans la promesse électorale, mais c'est 3 piliers. D'abord, rebâtir une prospérité. Rebâtir une prospérité. Pour donner aux Françaises, aux Français, de meilleures conditions de vie. Et c'est possible, les amis. Bien sûr que c'est possible. La France souffre aujourd'hui parce que notre niveau de vie est en train de s'effondrer. Rendez compte qu'il y a 25 ans, on avait le même niveau de vie que l'Allemagne. Et aujourd'hui, la différence, c'est 7 000 €. Je vous parlais tout à l'heure de l'Italie. Et je pourrais prendre tous les pays frontaliers, pratiquement. Et on est en train d'être doublé par les pays du Sud. Mais ce qui ne va pas, c'est que le travail ne paie pas suffisamment. Il faut que le travail paye plus. On est dans ce pays où quand on donne une augmentation de salaire à un salarié, ça va coûter les yeux de la tête à l'entreprise et le salarié va donner beaucoup plus à l'État et aux autres qu'il va recevoir. Ça, c'est pas normal. Et d'un autre côté, il y a des millions de personnes qui vivent de l'assistanat. Et on va vers un crash social parce qu'il y a toujours moins d'actifs et c'est sur ces actifs que repose toute la charge. Et ça, c'est ça la menace de l'effondrement. Si on veut recréer une prospérité, bien sûr, il faudra non pas faire la poche des Français, mais il faudra que l'État se serre la ceinture. Il faudra que notre système social puisse être plus responsable. Comment dire aux Français aujourd'hui qu'on voudrait augmenter leur franchise alors que l'aide médicale d'État qui est destinée à des clandestins, pas des étrangers qui viennent légalement, j'ai le plus grand respect, mais pour des étrangers qui trichent avec la loi française, ils sont mieux remboursés. Les frais dentaires, 100%, vous cotisez et vous allez être remboursé à 60%. Est-ce que c'est ça la justice? Comment voulez-vous dire aux Français qu'il va falloir retrousser les manches si déjà il n'y a pas de justice? Il y a cette différence de traitement, cette injustice fondamentale. Nous, ce qu'on va proposer, pour faire court, c'est une formule qui permettra d'avoir un 13e mois, au moins un 13e mois. On sortira des 35 heures. Parce qu'il faut dire aux Français que si on ne se retrousse pas un peu les manches, on n'y arrivera pas. Il nous manque 3 ans. 3 ans dans une vie de travail. 3 ans de travail par rapport à la moyenne européenne, aux autres Européens. Et dans une année, il nous manque 3 semaines. Comment voulez-vous qu'on y arrive si on veut améliorer le niveau de vie des Français, la qualité des services publics? Ce que l'on fera, on sortira des 35 heures et on aura
Les 35 heures, annuellement, c'est 1607 heures. Admettons qu'on travaille payé 2 jours de plus. Ça fait 1625 heures, peu importe. Mais ceux qui travailleront plus, ils paieront 0 cotisation, sans impôt, pour les employés. Et pour l'employeur, 0 cotisation, moins 35%, un tiers de charge de moins. Aujourd'hui, les PME ne peuvent pas donner, même quand elles ont du boulot, des heures supplémentaires, ça coûte trop cher. Mais notre formule permet de dire, on aura plus de compétitivité, il y aura moins de charges pour l'entreprise, donc elle pourra distribuer plus d'heures supplémentaires, et pour celui qui travaille, celle qui travaille, ce sera un énorme gain. Ce sera plus qu'un 13e mois. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, pour les tricheurs, on fera le plafonnement des aides sociales. On fera un compte social, on mettra toutes les aides de l'État, de la CAF, des collectivités, et on capera 70% du SMIC. Pour qu'on soit bien sûr qu'il y ait 30%, un écart significatif entre le revenu de la solidarité et le revenu du travail. Et là, on revalorisera vraiment le travail. Ça, c'est la prospérité. Il y aura plein d'autres propositions qu'on va faire. Je vous donne un avant-goût simplement pour vous donner une sorte de direction. Le pilier de la prospérité. S'il n'y a pas de prospérité, il n'y aura pas de pouvoir d'achat. Mais il faut la justice. La justice par le mérite. Ça sera ça. Et ça, c'est populaire. Et ça s'adresse à tous les Français. Le deuxième pilier, c'est l'État. C'est le régalien. C'est l'immigration. C'est la justice. Mais il faut redonner au pouvoir le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir n'a plus le pouvoir. Qui gouverne en France? On croit que c'est la démocratie. Non, c'est plus la démocratie. C'est plus vous, par votre vote, qui gouvernez. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors qu'il va falloir une révolution judiciaire, notamment pour les jeunes mineurs. Ce qui m'a le plus impressionné au ministère de l'Intérieur, c'est le nombre de ces jeunes mineurs qui a doublé en quelques années, qui tuent, qui blessent grièvement. Tout jeunes ils sont. Ils n'ont aucune empathie. À chaque fois qu'il y avait un crime, qu'il y avait quelque chose de grave commis par un mineur, je demandais, parce que le ministre de l'Intérieur, tous les jours, il a des fiches de la police, de la gendarmerie. Et je demandais à mes policiers, mes gendarmes, de ne pas se contenter de me donner les faits, je demandais les antécédents judiciaires de ces mineurs qui avaient commis ces crimes. C'était pas 5, c'était pas 10. C'était quasiment toujours au-dessus de 30 antécédents judiciaires. Ça veut dire qu'ils arrivaient au meurtre et on ne les avait jamais punis avant. Quasiment jamais. Pas un seul jour de prison. On les avait enfermés dans un long parcours de délinquance. Ils volent un œuf, ils volent un bœuf, ils volent avec violence. C'est l'histoire du jeune Elias, 14 ans. La horte tranchée par une machette pour le vol d'un portable. Vous vous rendez compte? La vie humaine qui n'a plus de prix. Mais parce que ces gamins sont devenus des sauvages. Et il faudra donc, demain, et c'est ce que nous proposerons, qu'on fasse des courtes peines de prison d'une semaine, de 2 semaines, pas dans des prisons, on ne va pas les mélanger avec les narcotrafiquants ou les terroristes, pour que dès les premiers délits graves, il y ait une butée. Il y a un cadre. La société dit non. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a la prison, mais il y a la prison quand c'est trop tard, quand il y a du sang partout, quand il y a des morts, ou des gens qui resteront à vie, tétraplégiques, comme j'en ai connu, sur un fauteuil. Parce qu'un jeune s'est défoulé sur eux. Des policiers lynchés, des jeunes arrêtés et relâchés par la justice. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est l'injustice. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, le Sénat avait voté une petite loi, toute timide d'ailleurs, qui ne venait pas de chez nous, sur la justice des mineurs, pour réhabiliter la sanction. Le Conseil constitutionnel a dit non, a censuré. Il a censuré avec le raisonnement suivant. Vous êtes assis. Il a dit, pour les mineurs, le remède, c'est l'éducation, pas la sanction. Comme si la sanction ne participait pas de l'éducation. Vous avez des enfants, vous en avez eu, vous avez des petits-enfants. Vous pensez un instant qu'on peut élever un gosse sans sanction? Mais ils sont sortis d'où ces gens-là?
Et aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose. Vous avez des gamins qui font des délits graves. Et aujourd'hui, vous avez 2 audiencements. Vous avez un premier tribunal qui va juger de leur culpabilité. Et 6 mois, 8 mois après, un autre tribunal qui va faire tomber la sanction. Vous avez dissocié la reconnaissance de culpabilité de la sanction. Comment voulez-vous, est-ce que vous imaginez, vous avez un gamin, il fait une bêtise chez vous, vous lui dites, tu es coupable, rendez-vous dans 6 mois, et on verra quelle sanction je donne. Comment tout ça peut fonctionner? Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez plus les cartes en main, qu'on est en train de quitter la démocratie. C'est que si demain, le Sénat ou l'Assemblée font une loi pour faire une autre politique, c'est impossible. Ils seront censurés. Donc on ne peut plus faire d'autres politiques. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire, mes amis? C'est changer, réconcilier ce qu'on appelle l'état de droit avec la démocratie et faire en sorte que, parce que c'est ça la démocratie, qu'on revienne au peuple, à la souveraineté populaire, par exemple, en faisant que dans notre constitution, qu'on changera, on la modifiera, on fera la réviser, et bien que l'article 11 du référendum puisse faire en sorte que les politiques, notamment pénales, migratoires, puissent être inspirées de ce que veulent les Français vraiment. Parce qu'on n'y arrivera pas, sinon. On n'y arrivera pas. Rétablir l'État, redonner le pouvoir à l'État, mais surtout redonner le pouvoir de choisir à la démocratie française. Et enfin, pilier de la prospérité, un État qui soit un État rebâti avec de l'autorité, etc. Et enfin, l'immatériel. On est la droite et on doit savoir que dans une vie d'hommes et de femmes, tout ne se réduit pas au matériel, à la dimension matérielle. Les peuples ont besoin d'autre chose. On ne vivra pas seulement pour l'autocroissance ou le pouvoir d'achat. On vibre aussi par une culture, par une civilisation. Et là encore, pour celles et ceux qui disent il faut parler aux classes populaires, aux classes moyennes. Bien sûr, mais précisément. Les classes populaires, les classes moyennes, elles n'ont pas de patrimoine matériel. Et c'est parce qu'elles n'ont pas de patrimoine matériel qu'elles tiennent d'autant plus à un patrimoine immatériel. Jaurès, de gauche, mais il avait raison. Avant d'être tué, avant la Première Guerre mondiale, il avait eu cette phrase « La patrie est le seul bien de ceux qui n'en ont pas ». Cette phrase, pour moi, elle condense tout. On est français, on est heureux d'être français. On a besoin d'attachements vitaux. On a besoin de vibrer. Vibrer par des repères. La culture française. Demain, ce sera Noël. Quelle est l'idée de ce comité supérieur d'éducation nationale qui voulait qu'on débaptise les vacances de Noël pour les rebaptiser les vacances d'hiver? Non, on a des racines judéo-chrétiennes. Ça, c'est la France. On peut croire, ne pas croire, ça c'est un autre problème. Mais notre culture, elle est là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Évidemment, bien sûr. Notre culture, notre école. L'école est en train de chuter. On enseigne à nos enfants une histoire avec une vision lacrymale, à pleurer, pénitentielle de notre histoire. La France, l'histoire de France, les heures sombres, les heures les plus sombres, la colonisation, la collaboration. La France qui devrait s'excuser en permanence, faire pénitence. Mais comment voulez-vous, alors qu'on a des générations, des jeunes générations issues de l'immigration, qui sont en voie de désaffiliation, sur le chemin de la sécession. Mais comment voulez-vous qu'ils aiment la France si vous dites la France, elle n'est pas aimable, elle est détestable, elle est coupable? Mais c'est impossible. Est-ce qu'on croit suffisamment en nous pour qu'on se pose comme un modèle? Non, on se pose comme un contre-modèle, comme un contre-exemple. Cette fierté française, elle est fondamentale. Il faut que les Françaises et les Français redressent la tête. C'est pour ça que je ne supportais pas, moi, les humiliations de l'Algérie dans l'affaire de Boualem-Sansal. Alors que les services secrets algériens faisaient des barbouzeries sur le sol français. Il y en a marre d'être insulté par les mêmes, par un régime corrompu, de dictateur, qui n'est pas aimé par son peuple. Quand Boualem est revenu, on a déjeuné ensemble pendant un peu plus de 2 heures. Il m'a dit, Bruno, tu n'en reviendras pas, tu étais devenu un héros.
pas chez, bien entendu, les dirigeants, mais dans le peuple algérien. Dans le peuple algérien. La fierté française. L'école qui doit transmettre cette fierté française. Et notre civilisation. La République. Une République attachée à la laïcité. Chacun peut avoir sa religion, pratiquer ou ne pas pratiquer. Mais quand on est en France, on est en France. Et pour moi, je suis désolé, le voile n'est pas le signe de la liberté, et le plus souvent, c'est le signe de la soumission de la femme par rapport à l'homme, de la séparation. Voilà, mes amis, rapidement ébaucher ces piliers. Bien entendu, on va les nourrir des propositions. Il faut aussi que vous puissiez être associés à tout cela. On vous le proposera. Je voudrais simplement terminer pour vous dire que aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de pessimisme parce que la situation n'est pas réjouissante et qu'il suffit d'allumer la télévision, de lire un journal de temps en temps pour déprimer. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on doit cultiver cette espérance. On aime la France. Vous et moi, nous avons des parents, nous avons eu des grands-parents. Ils ont connu bien d'autres défis. Nos grands-parents ont dû affronter les 2 guerres mondiales. Nos parents, parfois, la guerre d'Algérie. La 3e génération du feu. Ils ont fait la France, ils ont légué une France libre, une France pacifiée. Et chaque génération a des défis à relever. Eh bien, notre génération, ce sera de redresser la France. De la redresser pas vis-à-vis d'un ennemi, mais de la redresser vis-à-vis du défaitisme français. Redonner espoir, redonner confiance aux Français, pour que, enfin, les Français soient fiers de ce qu'ils sont de la France. Voilà le chantier que nous allons entreprendre ensemble, parce que nous voulons servir la République et que nous aimons la France. Alors vive la République et vive la France. J'ai été un peu long. Mais ce que je vous propose, je ne sais pas s'il y a un micro, je suis prêt à te donner un micro. Ah, il y en a, très bien. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne par 3. Vous dites votre prénom et puis... Bonsoir, monsieur Faites Retailleau. gaffe parce que Damien connaît tout le monde par son prénom dans la salle. Et il connaît même le numéro de votre carte d'adhérent. Faites gaffe parce que ceux qui n'ont pas encore renouvelé, attention. Hein. Alors, tout d'abord, je m'appelle Victor, bienvenue à Belfort, on est très content de vous accueillir ici. Ma question va être très concise. Je prépare les concours de l'enseignement catholique. Quel est votre rapport à l'enseignement privé et catholique, tout simplement? Merci beaucoup. Ton prénom? Victor. Alors, oui. Bonsoir Olivier. Sans vouloir casser l'ambiance, qu'est-ce que vous pensez du potentiel conflit qu'on pourrait avoir avec les Russes? C'est quand même un risque qui est prégnant. Dans une France aujourd'hui où vous avez dit qu'il y a un manque de valeur et un grand communautarisme, on peut craindre, s'il y avait à défendre le pays, qu'on se tire tous dans le même sens. Merci. Question intéressante. Bonjour. En fait, je voulais poser une question un peu... Votre prénom. Éric. Ah ben voilà. Moi, je serais plus drôle. En fait, je voulais poser une question un peu politicienne quand même. J'ai été quand même partiellement en fait surpris en fait qu'au niveau LR, suite à votre élection, je dirais au niveau du parti, en fait, il y avait un gros point positif. Or, lors du budget, on a vu, entre guillemets, LR s'éclater, entre guillemets, entre les abstentionnistes, les positifs, puis ceux qui ont voté contre. Et j'allais dire, à 1 an des élections, est-ce que globalement, on arrivera un peu à remettre les choses dans le rail? Eric, ça c'est une bonne question. Bon, alors, d'abord Victor. L'école privée, moi je suis pour qu'il y ait les 2 ordres d'enseignement, l'école privée et l'école publique.
je fais partie de celles et de ceux qui sont allés dans une école privée parce que dans ma commune vendéenne, j'avais 1600 habitants, il n'y avait qu'une école, c'était une école catholique. Et ensuite, à 3 km, j'avais le collège et le lycée catholique. Donc je suis un produit pour mon école élémentaire et ensuite primaire et bien sûr secondaire. Voilà. Et ensuite, ça a été du public. J'étais à l'université et puis ensuite à Sciences Po, donc c'était du public. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le grand échec de la France, c'est l'échec scolaire. Ce sont des idéologues, des pédagogistes qui ont pris nos enfants des générations et des générations pour des cobayes et qui ont voulu appliquer une idéologie qui a brisé l'école républicaine française. Je pense et je souhaite qu'ils maintiennent les deux ordres scolaires. Je pense que l'accord Cloupet-Lang 80-20, c'est d'un autre temps. Je pense qu'il faut une compétition. Et ce que je souhaiterais, je pense que l'éducation nationale n'est pas réformable et qu'il faudra, par le bas, créer, laisser continuer, laisser l'école privée, à laquelle je reproche parfois d'avoir trop copié l'école publique et d'avoir oublié son caractère propre. Voilà. Mais je souhaite qu'il y ait dans chaque département, demain, des écoles publiques, gratuites, autonomes. En clair, qu'il y ait des expérimentations où on aurait un chef d'établissement qui choisirait ses profs dans le public, qui choisirait son projet pédagogique. Eh bien, vous verriez que très vite, on distinguerait les bons projets pédagogiques au résultat des mauvais projets. Moi, je pense que le chantier d'école est un chantier absolument essentiel. Pour refaire l'école, vous serez demain un professeur. Il faudra refaire des professeurs. Moi, je suis pour le retour à l'école normale au sens où on l'entendait. Je pense que la masterisation a été une catastrophe. Parce qu'on a simplement oublié que, très bien, pour être prof, il faut avoir un savoir. Mais le plus dur aujourd'hui, parce que les élèves sont beaucoup plus difficiles qu'il y a 10 ans ou 20 ans, le plus dur, c'est de transmettre un savoir. Et qu'il faut sans doute que, jusqu'au niveau licence, il y ait la transmission de ce savoir dans l'université, mais que très vite, dans des écoles d'application, c'est pour ça que j'appelle les écoles normales, on puisse avoir justement des profs devant les classes et qu'on arrête la stupidité qui consiste à l'éducation nationale de nommer les profs les moins expérimentés dans les lieux les plus difficiles. Si on continue ça, on fera s'effondrer, mais je suis bien entendu pour le double ordre d'enseignement, aussi bien privé et public. L'émulation, la compétition, et ce que je veux d'ailleurs, c'est même que dans le public, il y ait plein d'initiatives. On a voulu massifier l'éducation nationale, très bien. 80% au bac, c'est une bêtise. Voilà. Les enfants ne sont pas des produits standards. On a des enfants qui sont aujourd'hui cabossés par la vie, et il y a besoin de réponses qui soient des réponses beaucoup plus différenciées. La Russie, comme ministre de l'Intérieur, ce que je veux vous dire, voilà. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai vu que les menaces russes, ça n'était pas une invention uniquement du président de la République. Je peux vous dire que je me souviens, c'était dans un hôtel de Roissy, un terroriste, on peut le dire, russo-ukrainien, mais clairement commandité par les Russes, s'est fait partiellement exploser dans sa chambre. Il bricolait une bombe qu'il voulait placer dans un supermarché, dans un bricorama en fait. Voilà. On savait exactement d'où il venait, puisque comme il s'est blessé, on a eu accès à tout. Vous vous souvenez des têtes de cochon devant les mosquées, les mains vertes sur les monuments de la Shoah, etc. Je pourrais vous donner ce soir des dizaines de tentatives russes de la Russie de déstabiliser la France. Pour autant, ce qui m'agace, c'est la propension du président de la République à utiliser la peur en permanence. Et autant sur la Russie, je pense que la Russie est devenue une menace. Je pense, moi, que Poutine, c'est le retour de l'homme rouge. On n'a jamais, contrairement à Nuremberg, qui a vu le procès du nazisme, on n'a jamais fait le procès du communisme. Jamais. Malheureusement. Et pour moi, Poutine, c'est l'État KGBiste. C'est le KGB. C'est le retour, en réalité, de l'homme rouge. En revanche, ça ne sert à rien
Cédric pourrait mieux répondre que moi à cette question, d'aller de provocation en provocation. Simplement, on sait désormais que les portes de l'histoire se sont à nouveau rouvertes. Fukuyama nous avait promis la fin de l'histoire, c'est-à-dire un monde où s'étendrait une paix éternelle sous les doubles auspices du droit international, ou tout court, et du marché. Il s'est trompé. On est beaucoup plus dans un monde Samuel Huntington, de choc des civilisations, que ce monde pacifié. Et comme on sait que les États-Unis, désormais, on ne pourra plus compter sur eux, et qu'on a une menace en Europe, il faut qu'on construise, comment dirais-je, un esprit de réarmement. Donc il faut croire en la France. La leçon de l'Ukraine, c'est qu'une nation parvient à tenir tête à une très grande armée quand on a un certain nombre de valeurs. Le sacrifice, le sens du sacrifice, le patriotisme, toutes ces valeurs qui, en France, ont été dévalorisées. Et je pense que le réarmement mental est aussi important que le réarmement militaire. Les Grecs nous ont appris, il y a 2500 ans, qu'une cité est protégée non pas par l'épaisseur de ses remparts, mais par la force mentale de ses citoyens. Donc, oui, il y a une menace, il ne faut pas non plus l'exagérer, il ne faut pas la provoquer. Le plus tôt il y aura une paix en Ukraine, sans que ce soit une capitulation, le mieux ça vaudra. Et 3, il faut que les Européens bâtissent, évidemment, non pas une armée commune, c'est ridicule. Ça ne fonctionnera pas avant des dizaines et des dizaines d'années. Cette voie-là, elle est, comment dirais-je, totalement théorique. En revanche, il faut qu'on ait des programmes d'armement entre nous, entre les États membres, pour qu'on puisse, puisque désormais on n'a pas suffisamment d'argent, notamment sur des programmes de recherche, pour aller de l'avant. Eric, la question la plus difficile. Oui, le meilleur ennemi de la droite, ça a toujours été ses divisions, c'était la droite elle-même. On a eu le PLFSS, où c'est vrai, on s'est divisé, mais on est dans une situation où chacun essaie de faire de son mieux, et c'est pas facile. Et les Français ont des demandes contradictoires. De temps en temps, on nous dit, Zen Brodo, on veut absolument un budget quoi qu'il en coûte, et puis on nous demande aussi, nous la droite, de rester la droite. Pas facile. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans le budget, dans le PLF d'ailleurs, moi j'ai été très fier de ce que les députés ont fait, et on a convergé largement d'ailleurs avec le Sénat, puisque on s'est battus, ils se sont battus pour moins d'impôts. Ils n'ont pas pu voter ou pas les dépenses parce que ça s'est arrêté avant, mais ils ont été à pied d'œuvre pour que la folie fiscale, on puisse l'arrêter. Donc on peut avoir des convergences. On a toujours eu à droite. La gauche, elle a un réflexe collectif que nous, on n'a pas. Nous, on est beaucoup plus gaulois. On est corréleurs, malheureusement. On est beaucoup plus indépendants. Il faudra absolument que, petit à petit, on arrive à se réunir. Et je pense que plus les échéances cruciales viendront, et plus ça nous forcera à nous réunir. Parce qu'en réalité, on n'a pas d'énormes différences entre nous. Dans les 3 piliers que j'ai donnés tout à l'heure, franchement, je regarde bien, je ne suis pas bien sûr qu'il y ait entre nous, entre les uns et les autres, d'énormes différences. Les uns sont un peu plus libéraux, mais la droite française, ça a toujours été ça. Il y a eu ceux qui étaient plus centristes, ceux qui étaient plus à droite, ceux qui étaient plus interventionnistes, ceux qui étaient un peu plus libéraux, etc. etc. C'est comme ça, en gerbant finalement toutes ces sensibilités, qu'on parviendra à faire quelque chose. Moi, je suis président du parti, donc il faut que je porte une ligne la plus claire possible. La plus claire possible, et aussi sans doute la plus clivante possible. Parce que vous avez compris, mes amis, que le moment est venu où les rustines et le rafistolage, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Et moi, je suis pour une radicalité sérieuse, raisonnable, si je veux dire. Et si on ne clive pas un peu, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Je vois le paquebot macroniste qui est en train de couler, et ma charge à moi, c'est de faire en sorte que la famille politique ne soit pas entraînée par le fond sur le paquebot. Voilà, donc on en est là. Je vois à quoi vous faites allusion. Je ne veux pas contourner le problème. J'essaie de comprendre les uns les autres. Et moi, à ma place, il faut que je porte une ligne la plus claire possible, la plus cohérente possible. De toute façon, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, je suis constitué de telle sorte que j'ai jamais pu faire quelque chose de différent de ce que j'avais en moi. C'est à la fois une qualité et un défaut parfois. Donc, il faut m'en excuser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Bonsoir, Philippe. J'aurais 3 questions pour vous. 3.
La première concerne le vieillissement de la population française. Aujourd'hui, l'âge moyen des Français est de 43 ans, donc la population vieillit. Le corps électoral pour la première fois aux élections présidentielles dépassera 50 ans. D'ailleurs, le parti que vous avez ce soir est essentiellement constitué de retraités. C'est une vérité. La population française est constituée de 20% d'immigrés, de fils d'immigrés ou d'immigrés. Mes enfants sont des fils d'immigrés, puisque ma femme est britannique. Et je voudrais savoir quel est l'avenir que vous considérez pour un pays dont la population vieillit sans immigration. La seconde question concerne le volet des recettes de l'État, parce qu'on parle beaucoup des dépenses, mais on parle très peu des recettes. Or, il y a un rapport de Charles de Courson de l'Assemblée nationale qui note que la France est championne d'Europe en matière d'évasion fiscale depuis des décennies et que ça coûte entre 80 et 100 milliards d'euros par an. J'ai pas de rappeler, j'ai pas compris. Je parle du rapport de Charles de Courson de l'Assemblée nationale, qui est loin d'être un LFiste, qui parle de 80 à 100 milliards d'euros qui manquent dans les recettes de l'État chaque année à cause de l'évasion fiscale. Alors, je ne mentionnerai pas non plus ceux qui abusent de l'optimisation fiscale, et je ne mentionnerai pas non plus les dépenses qui sont liées aux aides aux entreprises, sans contrepartie, dont une partie est justifiée, je suis bien d'accord avec vous. Donc, je voudrais savoir quel engagement vous prendriez pour contraindre ces Français qui, eux, ne respectent pas la loi fiscale ou qui abusent de l'optimisation fiscale pour les mettre au même niveau que les personnes que vous êtes censés défendre ce soir. Et ma dernière question sera politique, celle-là. Quelle est la garantie que vous pouvez donner ce soir en cas de deuxième tour des élections présidentielles sans présence des LR, que vous ferez barrage à l'extrême droite et au Front National? Merci. Oui, allez-y. Bonsoir, Jacques. Au préalable de votre intervention, vous aviez dit que Damien Meslot était l'homme de la situation à Belfort et vous aviez regretté qu'il ne se déclare pas. Si ce soir vous croisez Bruno Retailleau, vous lui dites quoi? Ah oui, Jacques, vous avez de l'humour, vous, hein. Bonsoir Monsieur Retailleau. J'avais une petite question, vous parlez du temps de travail, comme quoi il faudrait l'augmenter. Je pense qu'ici on est tous d'accord sur cela, notamment parce qu'on a une vision de l'intérêt général et du bien commun. Sauf que dans l'opinion publique, nous voyons bien que la moindre petite mesure sur le travail fait sortir des milliers de personnes dans la rue. Comment nous pouvons tenir de réelles politiques structurelles tout en obtenant l'adhésion de l'opinion publique? Merci. Très bien. Allez, il y a plein de choses. Un, le vieillissement. Attendez, on va reprendre une salle, monsieur. On a déjà... il n'y a pas de problème. Il y aura une autre salle. Le vieillissement, c'est l'angle mort des hommes et des femmes politiques. Au train où on va, dans 2 générations, la population française baissera de 40%. Ça va tout modifier. Ça veut dire qu'il va falloir revoir plein de choses. Plein de choses. La politique familiale, dont personne ne parle, les retraites dont tout le monde parle, mais sans faire nécessairement de proposition. Et de ce point de vue-là, l'immigration, pour moi, c'est clair, parce que vous faites allusion à l'immigration de travail. Moi, les choses, et beaucoup de chefs d'entreprise me disaient, mais Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas régulariser plus? J'ai écouté, il y a 420 000 étrangers en situation régulière qui sont inscrits à France Travail. Ils sont venus régulièrement. Ils ont attendu des mois pour avoir un visa. Ils n'ont pas de boulot. Et vous voudriez que des irréguliers, clandestins, sans papier, qui ont fraudé la loi française, vous voudriez que ces gens-là obtiennent un visa de travail plus rapidement que les gens étrangers qui sont eux qui ont respecté notre loi. Pas d'accord avec ça. La loi française. Donc, pour vous dire que avant d'avoir une immigration massive, il faut, 1, relancer une politique familiale, et 2, vous savez qu'en octobre, il y a 32 000 emplois qui ont été détruits. Là, on est sur une tendance à un taux de chômage à peu près de 8% dans quelques mois, malheureusement. Donc, moi, ce que je veux vous dire,
c'est qu'on ne peut pas avoir une politique d'immigration uniquement sur le seul objectif économique. Bien sûr, moi je souhaite que les étrangers qui sont en situation légale puissent travailler parce que c'est la meilleure façon de s'assimiler, de s'intégrer. Mais derrière, aujourd'hui, vous avez un problème. C'est que si vous avez des nouveaux venus qui ne veulent pas partager nos valeurs, là, c'est pas seulement un problème matériel, un problème immatériel, de cohésion sociale. Et aujourd'hui, les proportions sont telles que la loi du nombre est fondamentale sur plein de choses. Donc il faut régler, vraiment il faut régler. Et on ne peut pas, et on n'est pas dans la même condition par exemple que l'Italie, puisque l'Italie a eu un affaissement démographique pratiquement 15 ans avant nous. Et ils sont à 1,2, nous on est à 1,6. Donc ça, voilà pour moi, jamais je ne dirais on va régler le problème démographique uniquement par l'immigration. Ça serait une folie. Ça serait une folie parce que malheureusement, on a en plus une immigration qui est trop concentrée géographiquement et qui est l'immigration la moins qualifiée professionnellement de toute l'Europe. Deuxièmement, les recettes, je ne suis pas d'accord avec vous. Enfin si, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, pas de fraude, pas d'abus. Et du travail qu'on aura fait par exemple sur les holdings familiales en disant voilà, on va taper les biens sanctuaires, les yachts, les machins à Genève, ok, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui en France, on n'a pas un problème de redistribution. On est le pays qui taxe le plus les riches. On a les droits de succession les plus élevés, en comprenant les abattements. Vous avez 10% des Français qui paient l'impôt sur le revenu, 10% pour 70% des recettes de l'impôt sur le revenu. On est ceux qui sont en train de décourager le plus les entrepreneurs. Charles de Courson, je le connais bien. Mais son rapport, le problème, il n'est pas dans la fiscalité. Aujourd'hui, je vous le dis, le problème aujourd'hui en France, c'est l'impôt. Et croyez-moi, la dépense publique, moi, je ne suis pas d'accord. Personne ne parle de dépense publique. Personne. On a parlé pendant des semaines et des semaines, toujours plus d'impôts. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Aujourd'hui, il y a un exode. Il y a l'exode de jeunes diplômés et il y a l'exode d'entrepreneurs qui partent à Milan. Si on veut vider la France de sièges sociaux et de ses entrepreneurs, il faut toujours taxer plus. Bien sûr, on tape les abus. Bien sûr, chacun doit payer son dû. C'est l'article 13 de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen. Chacun doit contribuer à la hauteur de ses possibilités. Voilà. À la charge publique, ça oui. Mais aujourd'hui, très franchement, on est le pays, c'est unique au monde, où l'écart de revenus sans impôt et rien, les écarts c'est de 1 à 7. Mais quand vous réintégrez toutes les prestations sociales monétaires et non monétaires c'est par exemple la santé, c'est par exemple l'éducation, c'est de 1 à 3. Il n'y a pas un pays en Europe où il y ait aussi peu d'écart entre les inégalités, entre celui qui gagne le plus, moyenne, et celui qui gagne le moins. C'est vraiment la voie de l'impôt est une fausse voie. D'ailleurs, ça se saurait, on est le pays le plus fiscalisé. Si vraiment c'était avec toujours plus d'impôts qu'on gagnait de la croissance, ça se saurait. Pardon ? Vous parlez de quoi ? Ah, d'abus ? Ah, bah bien sûr, non, totalement d'accord. Ah, bah totalement d'accord. Mais il y a les abus, il y a la fraude fiscale qu'il faut taper, et il y a la fraude sociale. Il y a les deux. On a des millions de cartes vitales en circulation au-dessus du nombre de Françaises et de Français. Et la moyenne de dépenses, en général, par individu, c'est plus de 3 000 euros. Vous faites 3 000 euros multipliés déjà par 1 million, et les milliards que ça donne. La troisième question, c'était... Ah, les consignes de vote. Pour moi, c'est très clair, et je le redis devant vous ce soir. D'abord, je ne m'avoue pas vaincu. Si on va sur le deuxième tour aujourd'hui en acceptant cette idée que le deuxième tour se jouera entre le Rassemblement national et LFI, je veux dire, à quoi bon être devant vous ? C'est impossible. Simplement, moi, y compris d'ailleurs dans un certain nombre d'autres élections, je pense que l'adversaire principal, c'est LFI. Et c'est LFI. Et pour le reste, je n'appelle pas à voter non plus le Rassemblement national, simplement, je donne la liberté aux électeurs. C'est quelque chose que j'assume, mais je vous incite à lire la plaidoirie de Richard Malka, qu'il a intitulé, et c'est un petit livre, qui s'appelle « Passionnément antisémite ».
Vraiment, je vous incite à lire ce document. Mais il y a beaucoup d'autres documents sur LFI. Il y a le livre qui s'est appelé La Meute. Il y a le livre de Suleiman, qui est un Syrien, qui a enquêté dans le cœur de LFI. Et il a intitulé son livre « Les complices du mal ». Donc, je pense que cet adversaire est un adversaire radical. Je pense que nous sommes radicalement différents du Rassemblement national. On n'a pas du tout le même logiciel. Ils ont un logiciel d'ailleurs très socialiste sur le plan économique. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Mais pour moi, l'adversaire principal, c'est les insoumis. Jacques, l'humour de Jacques. J'attends ce que dira Damien Meslot. Et je me réinviterai une fois que Damien vous aura répondu. Et sur le temps de travail, quand François Bayrou a proposé cette drôle d'idée de demander aux Français de supprimer 2 jours fériés sans les payer, j'ai trouvé ça stupide. J'ai d'ailleurs fait un article 2 jours après dans le Figaro. Ça ne lui avait pas beaucoup plu, mais j'écoute, c'est ce que je pense. Et je ne reviendrai pas sur ce que je dis. Stupide. Vous ne pouvez pas dire aux Français, les gars, les filles, on va travailler pour rien. Si vous voulez, non, il faudra, pour mobiliser les Français, il faut leur promettre du mieux. Il faut leur promettre du pouvoir d'achat. C'est ce que j'ai dit. Il y a trop de charges, trop d'impôts, trop de cotisations. Eh bien nous, on dira, ok, il y a un seuil. Jusqu'à ce seuil, tout le monde bosse, tout le monde paye ses impôts normalement, tout le monde paye ses cotisations. Et là, une fois que vous avez payé votre dû à la société, ben c'est tout bénéf pour vous, tout bénéf pour l'entreprise. Et vous réalignez les intérêts de l'entreprise, de l'employeur et les intérêts du salarié. C'est comme ça qu'on y arrivera. Mais j'ai dit aussi qu'il faudra proposer une vision. Où est-ce qu'on emmène le peuple français? C'est que si c'est comme dans une entreprise, comme dans une équipe, il faudra, voilà, faire en sorte qu'on donne un horizon, une vision pour le peuple français, et vous verrez, je suis certain qu'on pourra y arriver. Voilà, ben c'était la 3e. Voilà. Il y a d'autres questions. Il y a de plus en plus. Simplement vous parler d'un pays pour qui fonctionne normalement, il faut de l'énergie. Cette énergie, c'est l'électricité. Alors nous avions un parc nucléaire avant 2012, un parc de toute beauté, qui avait à peu près une vingtaine de centrales, 55 réacteurs, et on avait une électricité qui n'était pas chère et abondante. Il y a même des entreprises étrangères qui venaient en France parce que le courant n'était pas cher. Et en plus, on vendait du courant aux Européens. Donc c'était une source de recherche formidable. Arrive en 2012, en 2017, 2 compères, Hollande et Macron, qui disent, pour avoir les voix des écolos, disent on ne fera plus que 50% de nucléaire et 50% d'éoliennes et de panneaux solaires. Alors, je suis ingénieur électricien. Les centrales nucléaires fonctionnent parfaitement bien. Moi, j'ai travaillé sur les accumulateurs. Elles ont fonctionné sans incident pendant un demi-siècle, donc sans problème, sans pollution, CO2, et pas cher. Alors, pour faire plaisir à ces écolos qui connaissaient rien du tout la technique, moi, je suis ingénieur électricien, donc je connais, je suis dans la recherche. Ils ont mis des super soirées. Les 50%, les autres 50%, il fallait les faire avec les éoliennes. Alors les éoliennes, ça fonctionne que 30% du temps, et après ça ne fonctionne plus. Alors il faut une petite centrale à gaz pour compenser. Bon, il y a un peu le cirque. Et ensuite les panneaux solaires, ça marche bien, sauf la nuit quand il n'y a pas de soleil. Alors là, c'est le cirque. Et pour les panneaux solaires, on a embêté. Chaque semaine, on reçoit des coups de téléphone pour prendre des panneaux solaires. J'ai fait le calcul, on dépense des milliards. Entendez bien, des milliards pour les panneaux solaires parce qu'il faut subventionner. Et maintenant, il y a eu quand même un recours, les LR, en 2012, et les LR se sont comme réveillés, et M. Macron a comme reconnu ses erreurs, il a quand même relancé... Je vais vous répondre. Les problèmes, je vous dis, il y a 300 milliards qui sont prévus maintenant. Maintenant, il y a 300 milliards qui sont prévus pour les éoliennes et les panneaux solaires. Qu'est-ce que vous faites? Ça a été voté, ça. Gabriel, je vous réponds. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la dernière salle. Parce que figurez-vous qu'après, je vais reprendre la voiture pour me rendre à Heidelberg, en Allemagne, où je vais intervenir.
demain matin devant les parlementaires européens de droite. Patrick, alors pour le numéro d'adhérent, c'est 613 519. C'est bien ça, Damien. Oui. Non, juste une question. Comment allez-vous faire pour que l'on puisse de nouveau prendre au sérieux la parole de l'État? Tout simplement, aujourd'hui, ce qui est annoncé, on ne sait pas si ça sera vrai demain ou après-demain. On a l'impression qu'il y a un jeu qui se joue tous les ans, et si on chamboule pas tôt, on ne sait pas où on va. On a besoin de stabilité, on a besoin de lisibilité, on a besoin de se projeter. Aujourd'hui, on sait très bien que pour un projet que l'on veut faire, que ce soit dans une collectivité ou pour un investissement industriel, la réalisation, c'est rien, c'est plus rien au niveau du temps. Et c'est tout ce qu'il y a avant qui va pas. Parce que chaque année, si on ne remplit pas 15, 20 normes qui sont contradictoires les unes avec les autres, on n'avance plus. On a vraiment besoin de reprendre cette confiance dans la parole de l'État. Merci. Allez, on en prendra 4 comme ça. Ouais. Bonjour Monsieur le Président, moi je suis Léo, je suis issu de la Fédération de Meurthe-et-Moselle. Et je voulais vous poser une question sur la... On va dire bonjour à Nadine de ma part. Avec plaisir. Je voulais vous parler de la confiance des Français envers la justice. Alors moi je voulais vous parler de l'expérience. J'ai travaillé dans une mairie de quartier au Haut du Lièvre à Nancy. Et en 2023, en juin 2023, vous voyez, je vais faire allusion aux émeutes de juin 2023, et la mairie de quartier de Nancy, donc cette mairie a été incendiée, brûlée donc par les émeutiers. Je le rappelais, 300 cartes d'identité, passeports partis en fumée, 5 individus interpellés, mais seulement sur les 5. Les 4 relâchés, parce que primo-délinquants, donc ils n'ont rien eu. Et le seul a juste pris du sursis. Autant tout le monde est consterné par cette décision, mais aussi la justice envoie un symbole désastreux. Parce que ça envoie le message suivant, c'est-à-dire on peut détruire, on peut incendier une mairie de quartier, ils n'auront rien. On peut incendier des écoles, ils n'auront rien. Comment est-ce que comment rétablir cette confiance des Français envers la justice? On va prendre une 4e question parce que ce sera la dernière. Bonjour, donc Jérôme. Une question, si un jour vous êtes au pouvoir, ce que je vous souhaite, comment contrer les décisions... Votre prénom Jérôme. Jérôme. Comment vous allez faire face au Conseil constitutionnel actuel qui sont nommés, donc qui seront nommés en 2025 pour 9 ans? Merci Jérôme. Gabriel, vous connaissez par cœur la situation. Nous en parlions tout à l'heure, juste avant. C'est un scandale. Vous savez qu'on a l'électricité la plus décarbonée au monde. On est les champions, grâce au nucléaire. Vous faisiez tout à l'heure allusion au pacte entre Martine Aubry et Cécile Duflot, qui ont signé un document justement pour casser la filière nucléaire. Donc aujourd'hui, et je le disais aussi tout à l'heure, c'est que la consommation d'électricité en 2025, elle est exactement la même qu'en 2005. Vous vous rendez compte? On nous a dit qu'on avait besoin d'une quantité d'électricité. Eh bien c'est faux, parce qu'il y a plus d'efficacité énergétique et il y a plus de sobriété énergétique. Ça fait mal au portefeuille des Français, et les Français sont devenus beaucoup plus économiques. Aujourd'hui, on a l'équivalent de 45 réacteurs nucléaires sur les énergies renouvelables, solaires notamment et éoliennes. Et on en a autant dans les tuyaux. Moi, ma proposition, celle que je fais, c'est d'arrêter brutalement maintenant, pour tous les projets à venir, le moindre subventionnement pour le photovoltaïque ou pour l'éolien. Voilà. Et consacrer, mettre le paquet sur le nucléaire, et je pense que la première chose à faire, c'est faire ce que les Américains ont fait, puisque initialement c'était une technologie Westinghouse, vous savez, que De Gaulle avait finalement choisi. Eh bien, eux portent leur centrale, la durée de vie jusqu'à 80 ans. Donc on peut, en toute sécurité, produire plus, parce que cette question de l'énergie, c'est la compétitivité. Vous ne réindustrialiserez pas
la France. J'ai peu parlé de réindustrialisation ce soir. Mais on ne réindustrialisera pas la France sans une énergie décarbonée, abondante, mais bon marché. Et on a parlé du pouvoir d'achat des Français. Ça, c'est pareil. Vous savez combien ça nous coûte, le subventionnement des énergies renouvelables tous les ans? 10 milliards. 10 milliards. Sans compter d'ailleurs les centaines de milliards qu'il faudrait ajouter au réseau, parce que quand on fait des champs d'éoliennes, on les fait très loin des centrales nucléaires, et il faut avoir des grandes autoroutes que nous n'avons pas, il faut tout reconstruire. Et croyez-moi, la haute tension, ça coûte très cher, et en plus, c'est de moins en moins acceptable sur le plan social. Patrick, alors, je vais répondre à Patrick et à Jérôme, parce que la parole de l'État, la confiance, ça revient au même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la vétocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé un système où il y a des autorités indépendantes, où il y a des cours suprêmes qui contredisent ce que le peuple ou ses représentants ont voté. Et du coup, l'État n'a plus de parole parce que l'État essaie d'avancer une politique, et cette politique, elle est contredite, ou en tout cas, elle est impossible. Moi, j'ai appelé ça, non pas l'impuissance, mais l'impossibilisme. Quand j'étais au ministère, j'avais des idées, etc. Et quand je voyais les juristes, ils me disaient, mais monsieur le ministre, c'est pas possible, c'est impossible, l'impossibilisme. Donc, pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a deux choses à faire. Il y aura à réduire les normes. Pourquoi est-ce qu'on a réussi Notre-Dame de Paris en 5 ans? Pourquoi est-ce qu'on a réussi en aussi peu de temps le village olympique? Parce qu'on a eu fait des lois spéciales, on a écrasé des normes. Eh bien, sur un certain nombre de normes, il faudra qu'on les écrase. De la même façon. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et on arrête de surtransposer. Pourquoi est-ce que nos agriculteurs crèvent aujourd'hui? Vous vous rendez compte que, et là, l'année 2025, ce sera, là encore, j'aurais pu utiliser cet exemple quand je parlais de déclin français, de décrochage et de déclassement. Il y a 10 ans, 12 ans, l'agriculture française, la balance des paiements commerciale, on était juste derrière les États-Unis. On était la première en termes de résultats en Europe. Et aujourd'hui, on est dépendant. On n'a plus de souveraineté alimentaire. On n'a plus d'indépendance alimentaire. On est dans le rouge. On sera dans le rouge. Pourquoi? Parce que les molécules qui sont autorisées en Espagne, en Italie, ailleurs, sont interdites en France. La surtransposition, pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Si on a une règle européenne, on l'applique. On ne met pas une couche supplémentaire. Parce que sinon, on a fait crever nos entreprises industrielles et on est en train, là encore, de faire en sorte que l'agriculture est en train comment dirais-je, d'être mise à bas. Regardez la filière automobile. Pourquoi est-ce que le président Emmanuel Macron tient autant à supprimer les moteurs thermiques en 2035? Si on fait ça, c'est les portes ouvertes à l'industrie automobile chinoise. Et vous en aurez les conséquences ici, dans un pays, dans un territoire qui connaît bien l'industrie automobile. On en est là aujourd'hui. On a détruit notre industrie, notre agriculture et la filière automobile par des décisions politiques. Et enfin, Jérôme, comment je fais? Je l'ai dit tout à l'heure, il faudra réviser la Constitution. Il y a plusieurs articles à voir. J'ai parlé du référendum. Pourquoi j'ai parlé du référendum? Parce que je sais que sur la politique migratoire, le Conseil constitutionnel a déjà fait des censures, qui sont des censures hors la loi. Le Conseil constitutionnel n'a pas appliqué la loi fondamentale, la Constitution française. C'est incroyable. Incroyable. Mais ça a été le cas. Et de même que vous ne changerez pas de politique pénale s'il n'y a pas, en laissant voter l'Assemblée nationale et le Parlement. Incroyable. Il faudra le référendum. Vous savez pourquoi le référendum est important? C'est simplement qu'en 62, depuis 62, quand le général de Gaulle décide de soumettre au référendum l'élection du président de la République, décision sage du Conseil constitutionnel, il a décidé que tout ce qui vient du référendum est intouchable. Parce que ça vient directement de l'expression du suffrage universel, de la souveraineté populaire, donc il n'y touchera pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra mettre toutes ces matières un peu touchy par la voie du référendum. Et on aura aussi... Je vais vous raconter une chose, tiens, pour terminer, une anecdote. On est en 93, c'est Balladur qui est Premier ministre, et c'est Charles Pasqua qui est ministre de l'Intérieur. Et c'est Robert Badinter qui est président du Conseil constitutionnel. Et il y a un texte européen sur l'asile qui doit être transposé en droit français. Il est transposé en droit français. Et une fois que la loi est votée, d'accord, pour transposer la directive européenne, le Conseil constitutionnel annule, et l'annulation, la censure, aurait fait que tous les déboutés du droit d'asile se seraient trouvés en France, auraient trouvé une oreille bienveillante française.
Et Balladur s'est pas dégonflé. Il a dit, Monsieur Badinter, le Conseil constitutionnel, vous avez votre lecture, très idéologique, à gauche, de ce texte. Mais il ne vous appartient pas de juger ce que le peuple français veut faire avec ce texte. Il faut interpréter les traités européens dans le sens que les peuples les ont votés. Et il a réuni le Congrès, il a modifié l'article 55 de la Constitution, et il a donné tort au Conseil constitutionnel en disant désormais la Constitution de la République autorisera la France à transposer cette directive pour qu'on préserve nos frontières, pour qu'on préserve un droit d'asile exigeant. Ça, c'est ce qu'on appelait, sous l'Ancien Régime, un nid de justice. C'est-à-dire que le dernier mot pour moi, il n'est pas aux cours constitutionnels, il doit rester au peuple français. Voilà ce que nous ferons, justement, si vous avez... Merci de votre attention, merci de votre présence, et vraiment, si vous voulez me faire plaisir, j'ai un dernier souhait. Il vous reste quelques semaines pour le décider. Merci, vive Belfort, vive la République, et vive la France. On va chanter la Marseillaise, vous êtes d'accord? Allez, Yann, Damien, Florian, Cédric. Je vais donner le ton, hein. Je chante pas très bien, mais je chante juste.